Bonjour, soyez les bienvenus. Nous sommes en direct de la Polyclinique Atlantique. Nous sommes à quelques kilomètres de Nantes. Pour ceux qui ne connaissent pas la région, nous sommes à Saint-Herblain, en direct pendant 1 heure avec, entre autres, Philippe Desrousseaux, le directeur de l'établissement. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir pour la 4e édition. Tout à fait, c'est déjà la 4e. Ouais. Et d'ailleurs, je remercie l'ensemble des équipes, qu'elles soient professionnelles médicales ou non médicales, de l'engagement qu'elles mettent à faire de ce rendez-vous maintenant institutionnel un succès. Donc nous en sommes ravis. Et derrière ça, c'est surtout aussi les internautes qui nous donnent le premier retour positif et nous encouragent à continuer, puisque les taux d'audience sont en augmentation constante depuis ces premières éditions. Alors, ça fait 3 ans maintenant qu'on se le retrouve au mois de septembre, ici en direct du hall de la maternité. Vous étiez déjà dans l'innovation, on parlera d'innovation encore tout à l'heure, à tel point que vous êtes cette année reconnu par le label Nantes Digital Week. Tout à fait, on a eu la chance de pouvoir s'inscrire dans le programme de la Nantes Digital Week. Et comme vous le mentionnez, c'est pour nous la reconnaissance que l'innovation peut aussi gagner nos établissements de santé. Donc nous en sommes très fiers et ravis de participer à cette aventure. Alors on vous retrouvera tout à l'heure pour parler des nouveautés, et plus précisément des nouveautés ici à la maternité. Avant cela, nous aurons parlé du bien-être de bébé, nous parlerons aussi de l'après-accouchement, et nous parlerons aussi et surtout, et avec plaisir et bonheur, avec Lorraine du web. Bonjour. Bonjour Julien. Vous avez vu comme j'ai ralenti mon débit d'un coup là ? Exactement. Ouais. Bonjour à tous les internautes également. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions en direct en dessous du player. Vous avez déjà des questions qui sont arrivées ? Non, pas pour l'instant. On va commencer les thèmes et puis ensuite ça arrivera en folie. Merci, on se retrouve à la fin de l'émission, donc une nouvelle fois pour parler des nouveautés de la maternité. Merci. Nous commençons tout de suite par la première thématique de l'émission, le bien-être de bébé. Pour parler du bien-être de bébé, nous sommes avec le docteur Sophie Denisot. Bonjour. Bonjour, Vous Julien. êtes pédiatre. Oui, c'est Soyez ça. la bienvenue. Merci beaucoup. À vos côtés, Aurore Perel, Bonjour, péricultrice. c'est ça. Docteur Griffon, vous êtes ORL. Enchanté. Oui, Et ici avec à vous tout Polyclinique. à l'heure, nous parlerons du test de l'audition Voilà. que l'on pratique ici depuis combien de temps maintenant ? Depuis maintenant 2 ans, Avec de très bons résultats. avec de très bons résultats dès la naissance. Et très bons résultats d'ailleurs partout en France, puisqu'on en parle. Voilà. tout à C'est fait. vrai qu'on était un petit peu en retard sur cette technique-là. La France était en retard, on a rattrapé un peu le retard, mais ici, la spécificité de la Polyclinique fait qu'avec le nombre de naissances que l'on a, ça a été un petit peu long à mettre en place, mais Mhm. aujourd'hui, on y est. Parlons d'abord, merci, du bien-être de bébé. Qu'est-ce que la notion de bien-être ? Pour tout le monde, hein. D'accord. Donc ça, en fait, c'est un thème de philo, en fait. La notion de bien-être, elle n'est pas définie sur le plan médical. Alors, elle peut être différente pour vous, pour moi, pour tous les parents qui viennent accoucher ici. Nous, on s'occupe du bien-être du bébé, c'est-à-dire bien-être, je dirais, naître, N-A-I-T-R-E. On, en on fait. pourrait l'écrire comme ça Et aussi. voilà, et ouais. c'est ça effectivement qu'on travaille beaucoup, notamment dans les soins de développement, c'est-à-dire essayer de recréer pour ce bébé-là une ambiance bien stimulante, c'est-à-dire pas trop ni trop peu. Quand est-ce qu'on a pris conscience de cette notion du bien-être de bébé ? J'ai pas l'impression, moi, qu'il y a de cela quelques années, lorsque je suis né, on s'intéressait à mon bien-être. Bon, ça va, ça n'a pas été trop, Non, trop ça va. traumatique Non, non. finalement, mais en fait, c'est vrai qu'on s'en est rendu compte après avoir beaucoup augmenté les techniques de réanimation chez les nouveau-nés prématurés, très prématurés. On a beaucoup augmenté ces techniques, on a beaucoup amélioré la survie et le taux de mortalité de ces bébés-là. Mais on avait un petit peu perdu au milieu de toutes ces techniques le bébé, ses parents, et on s'est rendu compte finalement que remettre le bébé au sein de sa famille avait des conséquences positives pour ce bébé-là, c'est-à-dire en termes de durée d'hospitalisation, d'amélioration de l'alimentation, d'attachement parental et de amélioration en fait du stress parental, bien sûr. C'est vrai qu'aussi, en s'occupant des parents, on s'occupe du bébé indirectement. Mais bien sûr, il faut. Et c'est vrai que donc il y a quelques années, il y a une trentaine d'années, les parents n'avaient pas le droit de regard ni d'entrer dans des services de réanimation, alors que maintenant ils sont même invités à y dormir avec leur bébé en fait. Et puis on le découvrira tout à l'heure lorsqu'on parlera des techniques de soins de développement. J'ai l'impression qu'on s'est aussi intéressé aux anciennes médecines, en tous les cas en ce qui se passait ailleurs, et pas forcément dans les pays aussi riches que nous. Exactement. Alors c'est vrai que dans tout ça, on revient sur du fondamental et notamment le pot à pot, par exemple, qui est une technique qui nous est arrivée de Colombie.
Oui. d'Amérique du Sud, où là, en fait, par manque de moyens techniques et donc d'incubateurs pour réchauffer les bébés, les médecins ont fini par les mettre en peau à peau contre leurs parents. Donc la D'accord. maman, évidemment, dans un premier temps, le père ensuite, et puis finalement tous les soignants qui étaient là. Alors, on Et, parle des soins de développement. On va d'ailleurs voir quelques images qui ont été tournées ici à la Polyclinique. On va en parler avec vous, Aurore. Quel est votre rôle d'abord, avant toute chose, de puéricultrice? C'est quoi votre rôle? C'est vrai qu'on en parle beaucoup, on en parle constamment, mais une Le rôle de définition. la puéricultrice à la maternité est d'abord un rôle d'éducation et de prévention. Éducation des parents aussi. Éducation, surtout. bien sûr, des parents. Ouais. Donc notre rôle débute dès la salle de naissance, avec ce pot à pot, fait partie des soins de développement et c'est un soin à part entière. C'est vraiment quelques minutes après la naissance, le bébé est positionné sur le ventre de sa mère et c'est vraiment une reconnaissance mutuelle, ce corps à corps, avec l'odorat, il entend de nouveau le bruit du cœur sur le ventre de sa mère. Et bien sûr, c'est la maman en priorité, mais notamment lorsqu'il y a des césariennes et que la maman est encore en salle de césarienne, le bébé peut être mis en peau à peau s'il le souhaite sur le papa. Une question qui n'était pas du tout prévue, mais qui me vient là maintenant. Est-ce que la naissance est vécue comme un traumatisme par le bébé? Parce que j'ai l'impression que d'un seul coup, le bien-être, on essaie, vous me l'avez dit, votre rôle est quelque part de pallier à la perte de repères, puisque d'un seul coup, surtout dans un environnement qu'il ne connaît pas du tout, et pour cause, Oui. est-ce que cette arrivée est vécue comme un traumatisme? C'est assez stressant. Ah, sur les études qui ont été faites, en fait, c'est vrai qu'on sait à peu près que le bébé dort finalement pendant l'accouchement. Et ce qu'on pense être du traumatisme, c'est l'arrivée, en fait. C'est vraiment ouvrir ses poumons, qui peut même être un petit peu douloureux, arriver à naître. Mais effectivement, pendant l'accouchement lui-même, on ne pense pas que ce soit un traumatisme. C'est vraiment le passage entre un milieu où on est bien contenu, les odeurs, comme tu l'as dit, les goûts même, et puis la luminosité en fait sont assez tamisées. Et puis on débarque dans un espèce de monde de brut où là il faut ouvrir ses poumons, donc avoir mal de ça et découvrir en fait tout plein de stimulations négatives. C'est l'image du saut en parachute. Un peu. C'est un peu ça. Un peu ça, ouais. Oui. Oui, d'un seul coup, pouf, qu'est-ce qui m'arrive? Vous êtes donc là pour pallier à la perte de repères. Et ça commence par le fait que dans la salle d'accouchement, effectivement, on va réduire les lumières, on va faire en sorte que tout se passe dans la douceur pour la maman comme pour le bébé. Ça, c'est pareil. Il y a longtemps que vous avez pris conscience de tout ça? Il y a quelques années, oui. Oui. Après, les parents sont parfois demandeurs de petites musiques en salle d'accouchement pour avoir un climat, leur climat en fait, pour permettre de bien vivre les choses de chaque côté. C'est important, l'environnement et la douceur. Oui. Pour les débuts. Voilà. On a parlé du pot à pot, qui d'abord a été une technique pour la néonatologie, donc pour les prématurés, et qui maintenant est adaptée à tout le monde. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, là aussi, on se base toujours beaucoup sur des études et sur finalement, est-ce que c'est bien ou pas de faire ce qu'on propose. Bon, c'est un peu du bon sens, effectivement, de remettre le bébé contre le corps de sa maman ou d'une autre personne, de son parent en tout cas. C'est du bon sens, mais on a montré qu'en plus, ça avait des vertus sur la qualité de l'attachement, sur la réduction du stress parental qui est quand même de plus en plus présent dans des situations où les parents sont souvent isolés. Et puis l'amélioration de l'allaitement maternel aussi. Et puis ça fait du bien aussi, ça déstresse les parents. Fait du bien. Ça nous fait du bien à nous aussi. C'est vrai. C'est un soin à part entière et on l'explique comme ça aux parents. Oui. Alors, suite à l'accouchement, il y a donc le pot à pot. Il y a aussi le bain qui arrive très rapidement et qui se fait maintenant langer. Enveloppé. Enveloppé. Alors on commence par la pesée. La pesée est quotidienne. L'enfant est mis tout nu forcément pour être pesé. Et il est posé sur le tapis de jange. Et on va expliquer aux parents l'intérêt d'envelopper l'enfant dans un linge, de l'emmailloter afin qu'il retrouve ses repères. Positionné sur le côté, finalement, il arrive à pouvoir attraper ses doigts et les téter ou à gripper le linge pour se rassurer. Et on le positionne dans le linge regroupé, comme il était dans le ventre de maman. Comme il était dans le ventre de maman, bien contenu. D'accord. Et c'est assez gratifiant pour les parents, finalement, de faire le savonnage enveloppé, le bain enveloppé, cette pesée enveloppée. Parce que la première source de stress pour les parents, c'est les pleurs de leur bébé. Et finalement, ils se rendent compte très rapidement que en enveloppant le bébé, il s'apaise, il se calme et il est beaucoup plus disponible. On va aussi encourager à la mise au sein rapide. Bien sûr, oui. Au plus tôt.
Ou plutôt, dès la salle d'accouchement, avec ce pot à pot, de toute façon, il n'est pas très loin du sein. Si la maman désire allaiter, il va manifester un besoin de succion, une envie d'être alimenté. Donc, que ce soit le sein ou le biberon, la proximité fait qu'il est plus demandeur. Et puis là, on vient de le dire, hein, si la maman souhaite allaiter. Exactement, c'est ce que j'allais rajouter. C'est vrai que le pot à pot n'est pas réservé à l'allaitement maternel, si on sait qu'il l'améliore. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il est aussi un facteur d'attachement parent-enfant très important. Le bébé a besoin de ça, a besoin de reconnaître finalement dans les yeux des parents qui voient pour la première fois que oui, c'est bien, il est là, c'est sa place. Ouais. Et une nouvelle fois, on le précise, rien n'est obligé. On fait un peu ce qu'on veut. Oui, tout à fait. Mais Tout est d'ailleurs, c'est les proposé. parents qui nous font avancer Ouais. là-dedans. C'est-à-dire que le pot à pot, le bien-être du bébé, c'est finalement des demandes à chaque fois qui émanent des parents. Moi, je veux rester avec mon bébé 24 heures sur 24. Écoutez, c'est pas possible là, mais si finalement on va s'arranger. Enfin voilà, les parents nous font avancer là-dedans. Il faut savoir les écouter, en sécurité bien sûr des soins qu'on a à donner, mais voilà, faut savoir s'adapter. Et ne surtout pas être intrusif. Voilà. C'est un moment délicat, hein, l'accouchement, la maternité, etc. C'est un moment où on est très à l'écoute de ce qui se passe autour de nous en tant que parents. Et c'est aussi un moment pour certaines mamans où on attend peut-être quelques conseils et non pas des jugements. Oui, exactement. Et puis, c'est un peu stressant pour les mamans quelquefois parce qu'effectivement, pendant la grossesse, on s'est beaucoup occupé d'elle. Là, effectivement, il faut s'occuper aussi de son bébé. C'est le couple, en fait, ou même la famille, le noyau parental. Mais c'est vrai, quelquefois, c'est un peu déstabilisant. Ouais. Donc, c'est difficile de ne pas être intrusif, mais quand même d'apporter les conseils qu'il faut, quoi. D'accord. Et après la maternité, une fois qu'on est sorti, est-ce que vous continuez à vous intéresser, à vous occuper des mamans et des papas et des bébés, bien sûr? Oui, quand même. Bah, quand même. Vous les suivez pendant un certain temps? En tant que pédiatre, en fait, oui, on aspire mais à même suivre, l'établissement. Alors, l'établissement lui-même, pour l'instant, non pas en termes de soins de développement. Il y a quand même pour les bébés nouveau-nés prématurés ou de petits poids de naissance, un système de relais après la sortie qui est mis en place où les puéricultrices, en fait, reconvoquent les parents 48 ou dans la semaine après la sortie. Mais sinon, ils sont suivis par des pédiatres en ville, comme habituellement, en fait. Ok, merci beaucoup. On va changer de sujet. Après les soins de développement, on va donc s'intéresser au test de l'audition. On l'a dit tout à l'heure, on était assez en retard sur le dépistage en France. En France, oui, pas spécialement la polyclinique, mais en France, avait accumulé un retard pour de multiples raisons, des raisons éthiques, des raisons de mise en place par rapport aux autres pays européens, sachant que maintenant, on peut avoir des tests auditifs, on peut réaliser des tests auditifs fiables chez des enfants dès le deuxième jour de vie. Alors, on va en reparler juste après que nous ayons vu un reportage avec Gwenaëlle Malgorn, elle est pédiatre. On la regarde tout de suite. Le dépistage de la surdité est un dépistage national qui est réalisé dans toutes les maternités et qui est obligatoire depuis 2012. Nous avions 2 ans pour mettre ce dépistage en place et il est effectif à la Polyclinique de l'Atlantique depuis juillet 2014. L'objectif est de dépister les surdités profondes qui touchent un nourrisson sur 1000. Et jusqu'ici, la découverte de surdité se faisait autour de 18 mois. Donc l'intérêt, c'est d'essayer de dépister les surdités le plus précocement afin de prendre en charge les enfants rapidement pour les appareiller dès 6 mois, puisqu'on sait que s'ils sont appareillés dès 6 mois, il n'y aura pas de trouble du langage ou très peu. Le test est un test qui est réalisé dans les 2 premiers jours de vie, à un moment où le bébé dort profondément. C'est un test qui n'est pas douloureux, qui n'émet pas de son, qui va transmettre une onde. Donc l'enfant ne va avoir aucun inconfort et ce test va avoir une valeur uniquement s'il est positif. Si je n'ai pas de résultat tout de suite, on recommencera demain. Et si demain il n'y a pas de résultat, on vous donnera un rendez-vous avec un ORL sur la polyclinique dans 1 mois. Donc il arrive régulièrement que le test soit négatif. Il ne faut pas que ça inquiète les mamans, que ça alerte les parents. Ça peut être dû à des problèmes techniques, soit parce qu'il y a du bruit autour, soit parce qu'il y a encore du liquide dans l'oreille du bébé. Dans ce cas de figure, on refait le test une 2e fois. Et si à nouveau le test est négatif, on prévoit à distance un rendez-vous avec un ORL 3 semaines à 1 mois plus tard.
On teste l'une des deux oreilles, une répond, donc ce sera écrit dans son carnet de santé. Lors de la première visite effectuée par le pédiatre, on donne aux parents une plaquette qui explique l'intérêt du dépistage et la technique. Cette plaquette a été réalisée par le réseau Sécurité Naissance et est donc disponible dans toutes les maternités des Pays de Loire. On va revenir avec vous, docteur Griffon, sur ce qui a été dit là, parce que j'ai l'impression quand même que ce test est un moment stressant pour les parents. Il n'y a rien de définitif dans ce test. Hein. D'entrée de jeu, j'aimerais qu'on le dise. Hein. Alors, si le test est négatif, en tous les cas, si, comme vous le dites dans votre langage, l'enfant n'est pas présent et ne répond pas au test de l'audition, ça ne veut pas dire forcément qu'il est sourd. Voilà, c'est très important ce test-là, et les parents commencent à le comprendre parce que l'information est bien donnée ici. Ce test-là n'a de valeur que quand il est positif, c'est-à-dire que quand il y a une réponse, on est sûr que l'enfant entend très bien. S'il n'y a pas de réponse, on ne peut rien dire. Il peut y avoir de multiples aléas, un peu d'eau dans le conduit auditif, un conduit, un petit peu de bouchon, des choses comme ça. Tout un tas de facteurs peuvent perturber le test. Mais par contre, s'il est positif, on est sûr que l'enfant entend très bien et immédiatement. Pourquoi on fait ce test ? On fait ce test pas pour faire un test, pas pour multiplier les tests à naissance. On fait ce test-là parce que la surdité, aujourd'hui, avec les nouvelles techniques, peut être traitée. Et peut être très précocement, c'est-à-dire que dans certains cas de surdité, on peut mettre en place des appaillages auditifs dès le 4e à 6e mois, ce qui permet à l'enfant de développer ses aires auditives au niveau du cerveau et de développer un langage tout à fait normal. Des enfants qui, s'ils n'avaient pas été dépistés à la naissance, n'auraient pas pu bénéficier de ces nouvelles techniques d'appareillage auditif. Alors, on revient sur un test négatif. Que se passe-t-il après ? Une fois qu'ici, le test a été négatif, 5% des tests à peine sont négatifs. Hein. Même pas 5%, même pas 5. À peu près 2%. On a 98% de réponses positives ici à la polyclinique. On fait un test, s'il n'est pas bon, on en fait un deuxième. Et si au bout du deuxième ou troisième test, éventuellement, il n'y a pas de réponse, l'enfant m'est adressé en consultation au bout d'un mois. Pourquoi au bout d'un mois ? Parce qu'il faut attendre que le conduit auditif grandisse, il faut attendre que les cellules auditives soient un peu plus matures. Et durant cette deuxième consultation, au bout d'un mois, moi je vais refaire des tests un petit peu différents. Je vais refaire d'autres tests de stimulation pour voir si effectivement on peut suspecter l'existence d'une surdité ou pas. Et sur tous les enfants que je vois, à peu près dans 90% des cas, 95% des cas, ils repartent avec un test qui est bon et les parents sont rassurés. Et pour les autres ? Et pour les autres, ils rentrent dans une troisième phase. Troisième phase qui a lieu au 3e mois, où là, l'enfant va être orienté vers un centre spécialisé au CHU de Nantes, où vont être réalisés toute une batterie d'examens pour déterminer non pas la surdité, mais le niveau auditif. Et c'est pour ça que c'est très important de dépister les enfants à la naissance, parce qu'à partir du 3e mois, va commencer toute une série de tests qui prennent souvent très longtemps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, afin de déterminer le niveau auditif. Donc plus on dépiste les enfants tôt, plus on leur donnera la chance de bénéficier d'un appareillage, éventuellement, dès le 6e mois. Je voudrais redonner quelques tests, quelques chiffres, pardon. 95% des bébés sont dépistés sur autorisation des parents, voilà, ici dans cet établissement. Voilà. On explique d'abord aux parents en quoi consiste le test. Vous l'avez vu dans le petit film, c'est un test totalement atraumatique. On met une petite sonde dans le conduit d'un enfant qui dort, voilà, tout simplement. Mais on leur propose le test. Il leur est proposé, il n'aurait pas imposé. Et au préalable, on leur explique pourquoi on fait le test et comment il va se réaliser en pratique. Ça, c'est très important. 4700 tests sont faits par an, en moyenne, ici, 98% de bons résultats. Vous entendez quoi par bon résultat ? Quand on dit bon résultat, ça veut dire que 98% des enfants répondent d'une façon positive. Donc ce sont des bons résultats ou ça va plus loin dans l'analyse ? Alors ça va plus loin dans l'analyse, c'est-à-dire que pour une maternité comme la polyclinique où on a 4700 naissances, avoir 98% de résultats positifs, donc de bons résultats, ça témoigne que derrière tout le personnel est entraîné à la réalisation de ce test, à la dextérité pour réaliser ces tests-là. Et les résultats que l'on a ici à la polyclinique sont tout à fait exceptionnels quant à leur niveau de réussite versus niveau de naissance. Voilà. Donc c'est vraiment une implication complète de l'équipe, de tous les membres, les équipes médicales et paramédicales qui, outre le test et leur dextérité à faire ce test, préparent aussi les parents à la réalisation de tests et aussi préparent les parents à des périodes un peu difficiles où des fois le test n'est pas bon. Alors n'est pas bon, n'est pas probant. Ouais. Voilà.
Docteur Denisot, on s'occupe des parents comment? On les accompagne comment dans ce cadre-là où le test aurait été négatif? D'accord. Alors d'accord, la première, en fait, la première démarche, je pense qu'elle est en amont, c'est-à-dire de bien effectivement leur expliquer ça, leur expliquer que c'est un test de dépistage, qu'il n'est en rien un test de diagnostic, que ce test de dépistage, effectivement, on profite d'avoir tous les bébés sous la main en fait pour le faire parce que c'est important pour leur développement, comme vous l'a dit le docteur Griffon. Et donc on leur explique bien que c'est une période pour les bébés qui est difficile pour le test, c'est-à-dire petit conduit, du liquide amniotique dans le conduit, beaucoup de bruit environnant qui gêne un peu les résultats. Bon, malgré tout ça, effectivement, le fait d'être reconvoqué chez l'ORL un mois après peut quelquefois stresser un petit peu les parents, mais on leur dit toujours de toute façon que ce test-là n'empêche en rien des consultations médicales ou paramédicales, de suivi avec sage-femme, pédiatre, médecin généraliste, pour être rassurés sur les réactions de leur enfant. Ils vont même chercher à se rassurer eux-mêmes pendant la période. Exactement. Comme on disait, ils ont des stratégies en fait pour essayer de faire entendre leur enfant, de capter son attention. Ouais. Et ils sont très forts pour ça. Dr Griffon peut répondre à ma place sur quel est l'état des parents quand ils arrivent à votre consultation. Bah justement, Dr Griffon. Alors, ils font claquer les portes. L'enfant vit un mois juste horrible pour lui, quoi, parce que les portes qui claquent, effectivement, la musique à fond. On a réalisé les premiers tests ici à la Polyclinique en 2006. Ouais. On ne les faisait pas à tous les enfants, on sélectionnait les enfants parce qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens matériels et les moyens techniques pour réaliser tous les dépistages. Mais depuis 2006, on est entraîné, les équipes sont entraînées à faire ces tests-là. Et quand je les revois au bout d'un mois, depuis 2006 et là maintenant depuis que le test est réalisé chez tous les enfants, je suis à chaque fois surpris par les stratégies qu'ont mis en place les parents pour déterminer si leur enfant va bien et s'il entend bien. Et généralement, dans 90% des cas, ils viennent me voir avec un grand sourire et me disent, écoutez, on a eu peur, on est sorti, on a eu peur pendant un jour, une journée, 2 jours, mais on a tout fait, on a claqué des doigts, on a claqué des portes, et on entend super bien et tout, on est rassuré. Bon, on va quand même faire le test. Il y a un petit moment de stress où quand on introduit la sonde, mais je suis vraiment très étonné de toutes les stratégies, mais on pourra en faire un livre entier. Ouais. Réaction naturelle en tous les cas. Réaction tout à fait naturelle. Tout à fait naturelle. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Vous vouliez rajouter Non, je voulais dire aussi qu'à chaque fois que je revois les parents, donc il y a une période où effectivement un peu difficile, et à aucun moment ce test-là est vécu comme une agression. Au contraire, les parents sont rassurés en disant voilà, on a eu des moments difficiles quand on est sorti de la maternité, mais au moins on est rassuré. On va se tourner vers Lorraine tout de suite pour voir s'il y a des questions des internautes en ce qui concerne donc, les soins de développement et puis le test de surdité. Lorraine ? Nous avons des questions. Audrey de Nantes, une fois sortie de la maternité, pendant combien de temps pouvons-nous continuer les astuces, par exemple de bain enveloppé? Alors, docteur? Moi je peux répondre. Alors c'est vrai que l'idée en fait de ces soins de développement, c'est aussi d'apprendre à lire son bébé, c'est-à-dire que veut me dire ce bébé avec ses réactions de pleurs, qu'est-ce qu'il veut me dire quand il bouge. Donc j'allais dire, s'il est content avec ses soins enveloppés, laissons-le comme ça. Mais le plus probable, c'est qu'avec l'autonomie et puis le développement de son cerveau, c'est qu'au bout d'un moment, il en ait un peu marre des soins enveloppés et qu'il ait envie de bouger comme son âge l'indique. À 14 ans, oui. Il ne va pas être content. Ouais. Donc le défi, c'est finalement ça, c'est d'apprendre aux parents à lire son bébé et quand est-ce que je pourrais quand est-ce que je pourrais le comprendre, et j'arrêterai quand il me dira que j'arrête. D'accord. Lorraine ? On nous dit habituellement qu'il faut habituer bébé aux différents bruits type aspirateur, mais cela ne respecte pas la notion de nuisance sonore. Jusqu'où doit-on aller? Docteur? Alors, j'avoue, je n'ai pas compris très bien le rapport avec l'aspirateur. Les parents vont plutôt que de faire passer l'aspirateur devant leurs enfants, vont développer des stratégies plus fines, c'est-à-dire des petites sonnettes, des petits doigts qui claquent, des choses comme ça. La nuisance auditive chez un enfant dans la vie courante et à la maison, globalement, il n'y a pas grand-chose qui puisse nuire à l'audition d'un enfant dans la vie courante. Ouais. Nous, à la maternité, c'est vrai qu'on est très vigilante par rapport au bruit, à la lumière. Maintenant, on leur dit en réunion de sortie aux parents, ça ne sert à rien de les mettre dans un cocon non plus à la maison. La vie continue et voilà, ils font partie de la vie, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Vous l'avez dit, ça va me servir de transition. La vie continue. On va parler de l'après-accouchement.
Entre autres, dans les minutes qui viennent, nous allons parler de rééducation du périnée, de rééducation abdominale, mais aussi de sexualité postpartum. C'est tout de suite.